Bienvenue d'abord, bienvenue à tous sur cette petite conférence. On va prendre 1 heure, promis, je ne dépasserai pas les 13h30. Je vais d'abord me présenter, et expliquer le thème de la conférence, et puis ensuite on se lance. Donc pour ma part, Marc Landon, président de WeFigure. Si jamais ça vous parle pas, WeFigure, c'est un organisme de formation à la finance qui a été créé il y a 1 an et demi. On fait quoi chez WeFigure? On fait toute une série de types de séminaires. Ça va des séminaires comportementaux jusqu'à des séminaires techniques. On est d'abord sur des séminaires de finance, donc les fusions-acquisitions, l'organisation des CIB, l'asset management, etc. Et puis on a toute une série de formations transversales, que ce soit sur l'IA, la data, etc. ou ESG. ESG, ça fait partie des formations que l'on fait. Habituellement, c'est pas moi qui présente ce type de formation, j'ai un pool d'experts, on a 5 experts sur l'ESG qui parlent des problématiques ESG. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle, formation d'initiation, et on va parler de tout ça. Donc moi, c'est qui? Marc Landon, donc président de WeFigure. Autrefois, il y a très longtemps, il y a 26 ans, je travaillais à la Société Générale. Après, j'ai rejoint un organisme de formation qui s'appelle First Finance, que j'ai quitté il y a 2 ans pour créer WeFigure. Donc voilà pour ma part, c'est pas moi qui va être intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quoi? 2 thèmes. Limites planétaires, réglementation européenne. Alors la première chose, je me suis posé la question, est-ce que c'est bien de les mettre ensemble? Parce que c'est vraiment, il y a un lien, mais les limites planétaires, c'est vraiment voir l'état de la planète. Donc qu'on soit sur des problématiques de réglementation ou pas, entre guillemets, ça concerne tout le monde. Et puis après, c'est purement de la réglementation, c'est quoi la taxonomie, c'est quoi la CSRD, c'est quoi la SFDR, etc. Donc 2 thèmes vraiment différents. Et je me suis dit, oui, c'est un peu dangereux parce que je vais parler des limites planétaires au départ. L'état de la planète, ce qui veut dire quoi? Il se peut qu'au bout de 20 minutes, il y ait des gens qui partent en disant non, mais en fait, on veut pas en entendre plus, parce que ce que je vais raconter va pas être forcément très très fun. Voilà, je vais décrire l'état de la planète, on va voir, et effectivement, ça va pas être très fun. Pour parler de tout ça, je vais commencer avec quoi? Le rapport Meadows. Ça parle peut-être à certains. C'est un bouquin qui a été écrit il y a une 50aine d'années. Alors moi, j'ai l'update d'il y a 30 ans. Ça a été écrit en 72. Alors c'est quoi ce truc-là? Je vais commencer avec ça. Fin des années 70, début des années 70, on est à la fin des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses de la croissance, voilà, tout va bien, c'est super. Et là, le Club de Rome, qui est une petite entité rattachée à l'OCDE, le Club de Rome se dit, mais au fait, là, il y a de la croissance, il y a l'industrialisation partout, la population mondiale augmente. Est-ce que, sur une planète qui est finie, une croissance infinie est possible? Et ils font quoi? Ils demandent à des gens du MIT, Donella Meadows, entre autres, et Dennis Meadows, qui sont la femme et le mari, qui travaillent au MIT, de réfléchir à ça. Je veux dire, quel va être l'impact de la croissance, entre guillemets, potentiellement infinie, sur une planète finie? Et ils sont au MIT, ils créent des modèles, et là, c'est le modèle World 3, ils créent un modèle pour voir où est-ce que ça peut aller. Et ils font plein de projections. Et ils font plein de projections et ils se disent, si on continue cette croissance, voilà, comme on a eu là sur les 30 glorieux, si on continue, où est-ce qu'on va? Et puis après, ils se disent, si on continue la croissance, mais on double les ressources disponibles sur la planète, où est-ce qu'on va? Et puis ainsi de suite. Ils se disent, si on limite la population à une personne, une naissance pour 2 habitants, ou 2 naissances pour 2 habitants, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils font des projections. Ce rapport Meadows, pour l'instant, je vais pas aller plus loin. Je vais d'abord faire l'état de la planète, et après je reprendrai le rapport Meadows, et puis on verra ce que ça disait. Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est assez intéressant. Là, moi, j'ai que l'update d'il y a 30 ans, donc c'était il y a 20 ans, le modèle a été retesté dernièrement, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ce rapport Meadows, parce que je l'utiliserai par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une balade sur Terre. On va faire une balade sur Terre. Ça veut dire quoi? On va aller voir toutes les différentes sphères. On va commencer par l'atmosphère. L'air qu'on respire, j'ai pas besoin de décrire, c'est bon. La biosphère, tout le vivant. L'hydrosphère, ça veut dire quoi? Les océans. Et la cryosphère, les glaciers. Okay, on va aller voir la lithosphère. Alors peut-être que la lithosphère, ça parle à moins de personnes. C'est la couche externe de la Terre, les 100 à 200 km de la Terre. Donc c'est dans la lithosphère qu'on va trouver du pétrole, qu'on va trouver les minerais. Voilà. Et on parlera aussi de la pédosphère, qui est la surface vraiment externe de la Terre, entre guillemets, là où on plante. Voilà, l'agriculture. Donc on va faire un tour à travers toutes ces sphères pour voir l'état de tout ça. Voilà, tout simplement, une petite balade, comme c'est l'heure du déjeuner, je suis sûr qu'il y a envie de balade. Allez, on commence par l'atmosphère. L'atmosphère, elle est composée de quoi? Tiens, vous pouvez mettre dans le chat, elle est composée de quoi?
elle est composée d'azote, à peu près 80%, un petit peu moins, 70%, et elle est composée d'oxygène. Voilà, oxygène, 20-25%, voilà, d'oxygène. Et puis il y a un autre truc dans l'atmosphère, et c'est un des sujets de préoccupation, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Donc, allez, dans le chat, gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on a comme gaz à effet de serre? Oui, habituellement, j'anime des trucs un peu plus dynamiques. Donc, voilà, gaz à effet de serre. On a quoi comme gaz à effet de serre? Si potentiellement il y en a dans le chat, vous pouvez mettre. Voilà, c'est vraiment, c'est super simple. Alors, j'ai le CO2 qui arrive en premier. Effectivement, le CO2, c'est à peu près 65% des émissions anthropiques liées à l'homme. Okay, on émet du CO2, mais c'est pas le plus gros gaz à effet de serre. CH4, effectivement, du méthane, c'est à peu près 17% des gaz à effet de serre. CO2, ah, voilà, H2O, le principal gaz à effet de serre, l'eau. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, alors, elle est peu anthropique, c'est peu lié à l'homme, enfin, on y reviendra, c'est la vapeur d'eau qu'il y a dans l'eau. On pourra y revenir. Le problème de la vapeur d'eau, c'est qu'avec le réchauffement des températures, il y a une plus grande absorption, que ce soit des océans ou l'eau qui est sur la Terre, et ça crée plus de vapeur d'eau, et ça crée un effet de serre. Donc on ne parle quasiment jamais de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est le plus gros gaz à effet de serre. Le CO2, on est d'accord, ce que je vous disais, 65-60% des gaz à effet de serre, c'est le CO2, c'est avant tout anthropique, c'est lié à l'homme, et c'est nous qui émettons du CO2, il y a eu une hausse de plus de 50% des gaz à effet de serre. Alors, avec un petit problème, la vapeur d'eau, quand elle est dans l'air, effectivement, ça peut disparaître assez rapidement. Vous rebaissez la température, et puis ça va disparaître. Il y a des précipitations, ça disparaît. Le problème du dioxyde de carbone, du CO2, c'est qu'une fois qu'il est dans l'atmosphère, globalement, il y reste. Il y reste. Il faut compter 100 ans pour que ça commence à disparaître. Ça veut dire que tout le CO2 que vous émettez, aujourd'hui j'émets du CO2, c'est terminé à l'échelle humaine, ça reste dans l'atmosphère. Donc là, j'ai démarré ma voiture, j'ai du CO2, c'est terminé, on ne peut plus l'enlever. Alors on reviendra sur le CO2, effectivement. Qu'est-ce qui absorbe le CO2? Vous avez les océans, vous avez les forêts. Bon, sauf que les océans, on va le voir, ils vont pas super bien, et les forêts, il y en a de moins en moins. Ok, donc le CO2. Le méthane, effectivement, vous l'avez dit. Le méthane, c'est globalement 17% des gaz à effet de serre. Le méthane, il provient de quoi? L'agriculture et les déchets. Premièrement, l'agriculture et les déchets. L'agriculture, c'est le bétail, qui est émetteur de CH4, de méthane. C'est les rizières, qui sont énormément émettrices de méthane. Et puis, le déchet. Et d'ailleurs, il y a des discussions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Est-ce qu'on les enterre et est-ce qu'on les brûle? Après, il y a plusieurs études et franchement, je ne suis pas allé voir, donc je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre. Il y a des gens qui disent le problème en enterrant des déchets, notamment des déchets organiques, ça se décompose, ça crée du méthane, ce qui est beaucoup plus nocif que le CO2. Okay, donc il est plus intéressant de le brûler. Ah, franchement, je ne suis pas allé voir les études, donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une étude parmi 1000, etc. Donc le méthane. Et là, on a nos principaux gaz à effet de serre. Le protoxyde d'azote, si ça vous parle pas, c'est comment ça s'appelle, le gaz hilarant. Voilà. Bon, mais c'est pas très drôle, mais voilà, on en a. Alors, le CO2, on a dit que ça disparaissait très vite. Le méthane, il faut compter 12 ans à peu près pour que ça disparaisse de l'atmosphère. Donc ça disparaît. Bon, voilà, c'est plus nocif, mais ça disparaît plus rapidement et limite à l'échelle humaine. Ok? Donc ça, c'est le premier truc. Il y a des gaz à effet de serre. Il y a des gaz à effet de serre et le GIEC a dit, voilà, quels sont les secteurs de l'économie qui produisent des gaz à effet de serre. Production de chaleur et d'électricité. Là, il n'y a pas de surprise, effectivement. L'agriculture, la foresterie, les utilisations des sols, l'industrie, les transports, etc. Alors, les slides, d'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, je pourrais vous les envoyer, il n'y a aucun souci. D'où viennent les émissions de CO2? Alors, sur ce graphique, la seule chose que je voulais montrer, c'est la France par rapport au reste du monde. Alors, attention, il s'agit des émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie. Entre guillemets, toute la partie agriculture, on enlève. Okay? Qu'est-ce qu'on remarque dans le monde? La plus grosse source, c'est la production d'électricité. Puis les transports. Là, j'utilise ma voiture, essence, tout ça. Voilà. En France, on a une subtilité. Effectivement, la production d'électricité émet beaucoup moins de carbone. Raison toute bête, on a du nucléaire, et le nucléaire émet effectivement moins de carbone. Donc il y a juste cette spécificité. Par contre, nos voitures, voilà, elles émettent autant de carbone, donc en proportionnel, ça fait beaucoup plus. Voilà, donc c'est juste pour montrer dans le monde, effectivement, de quel secteur ça vient. En France, vous avez les différents secteurs, et là, je rajoute l'agriculture. Et sur ces différents secteurs, entre guillemets, il y a, je vais dire, deux bonnes nouvelles. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il y a deux solutions. Votre voiture. Votre voiture, alors le transport c'est 31%, et la voiture c'est quasiment
30%. Je ne parle pas des camions. Ok, les camions qui transportaient les voitures. Voilà, on arrête les voitures, c'est 15% d'économiser. Alors attention, on arrête les voitures, qu'on soit d'accord, je suis à la campagne, j'ai besoin de ma voiture. Donc il ne faut pas faire le bobo parisien, il n'y a pas photo, j'habite en Normandie, j'ai besoin de ma voiture, sans voiture, je ne peux pas vivre, enfin pas pour l'instant. Voilà, mais potentiellement, arrêter les voitures, ça c'est une chose, on peut avoir un impact direct sur les émissions de CO2. L'agriculture, où est-ce qu'elle est l'agriculture? Elle est là. L'agriculture, l'élevage, c'est 50%. Donc deuxième solution, on limite la consommation de viande. Un rapport du GIEC dit il faut baisser la consommation de viande d'à peu près 90% si on veut respecter les accords de Paris, dont je vais parler dans un instant. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques chiffres d'où viennent les émissions de CO2. D'où viennent les émissions de CO2. Hop. Allez, juste quelques petites choses. L'atmosphère, on entend ouais, la température va monter de 1,5, 2 degrés, 3 degrés. Et j'ai, hélas, croisé des gens qui me disent « mais c'est génial, j'habite en Normandie, plus de degrés, c'est super, j'enlève mon pull et je suis bien. » Ouais, en France, 84 kilos de viande par habitant. Voilà. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et petite parenthèse, être vegan, j'en ai pas envie, mais c'est potentiellement un besoin. Je limitais à fond ma consommation de viande, non pas par envie, mais par nécessité. Voilà, bon, c'est un autre sujet, on s'en fout. Donc là, je disais quoi? Hausse de 2% des températures, il y en a qui disent c'est super. C'est pas... Alors d'abord, la température, jusqu'à maintenant, les derniers rapports montrent qu'elle a augmenté de 1,1% par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,1%. C'est très différent d'un endroit à l'autre, entre guillemets, entre les continents et l'océan, on n'a pas la même chose. Sur les continents, on est déjà à 1,6 degré. Okay, et les océans, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc déjà, c'est la première chose. Et ensuite, oui, c'est une hausse des températures, mais c'est surtout une hausse de la volatilité des températures. Et là, je vous mets quelques exemples. Ça, on est en septembre à Denver. En septembre, on a le lundi 7 septembre, 34 degrés. Le lendemain, je prends la plus basse, on est à 0. Et puis ensuite, on va aller à -5, et puis on va remonter à 30. Donc c'est la volatilité des températures qui augmente. Donc en moyenne, oui, la tendance est haussière, mais la volatilité est plus importante. Et le problème, c'est que quand vous avez des plantes et que vous passez de 34 degrés à -5, c'est terminé, vous n'avez plus de plantes. Okay, la nature n'est pas capable de suivre cette volatilité. Voilà. Autre exemple que vous connaissez, on les a vus il n'y a pas très longtemps, l'Inde. L'Inde. Ok, c'était quoi? Il y a un mois à peine, des vagues de chaleur en Inde assez étonnantes. Je note juste ça, j'ai pris quelques extraits. Le mois d'avril, de mars et d'avril, exceptionnellement chaud, on fait grimper la consommation d'électricité pour alimenter les climatiseurs, gourmands en énergie. Les centrales électriques manquent à présent de charbon pour répondre à la demande. Ça veut dire que la hausse des températures fait que potentiellement il n'y a plus d'électricité. Donc ce que je vais vous montrer, c'est aussi un effet de boule de neige. Okay. D'après l'organisation météorologique, cette vague est cohérente avec le changement climatique. Conséquence, cette canicule sans précédent, l'Inde, deuxième producteur au monde, a décidé d'interdire les exportations de blé. Donc là, on a une hausse des températures qui limite la possibilité de faire de l'énergie et qui a un impact sur le blé. Je rentre même pas dans le détail, tout le monde est OK avec ce qui se passe en Ukraine, il y a un problème de blé. Or, le blé, c'est la base de l'alimentation. Donc là, on a une hausse des températures qui potentiellement vont amener des problèmes alimentaires. On va voir, mon truc, ça va être ça. Ça, ensuite, qu'est-ce que c'est? Hop, 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 je le montre. C'est quoi ça? Ça, c'est le Rhin. Le Rhin, ici, on a quoi? 21 octobre 2018, donc c'était il y a quelques temps, le Rhin a son plus bas historique. Le Rhin, c'est le fleuve le plus utilisé pour tous les transports de matières premières en Europe. Okay, résultat, là, c'est assez amusant d'ailleurs, enfin amusant, je suis assez ironique, le groupe énergétique RWE n'est plus en mesure d'approvisionner la centrale à charbon. Donc on ne peut plus amener de centrale à charbon, et on ne peut plus non plus transporter des vivres. Okay, donc ça veut dire potentiellement, la sécheresse amène à nouveau une chute de l'électricité. Donc voilà, juste 2-3 trucs. Vous avez vu ce schéma, je suis sûr que vous le connaissez par cœur. C'est quoi? C'est l'impact de la hausse des températures sur la possibilité de vivre. Vous le savez sûrement, il y a certaines températures liées à certaines humidités qui ne sont pas vivables. Les 35 degrés thermomètre humide et 35 TW, c'est quoi ce truc-là? En gros, on va mélanger la température avec l'humidité. En gros, 35 degrés, 100% d'humidité, vous avez 6 heures devant vous. Au bout de 6 heures, vous êtes mort.
C'est-à-dire vous n'avez plus la possibilité de suer, donc de libérer de la chaleur, et au bout de 6 heures, vous êtes mort. Donc ça n'est pas physiquement vivable. Alors là, c'est un exemple à 35 degrés, j'avais noté quelque part, est-ce que je les ai? Oui, voilà, 37,5 degrés et 85% d'humidité, on arrive à la même chose. 44,4 degrés et 5% d'humidité, on arrive à la même chose. Et ben là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris différentes projections, alors là, c'est la pire projection du GIEC, en termes de hausse des températures, et tout ce que vous voyez en rouge, en orange et globalement en jaune, d'ici 2100, ne serait plus habitable. Ne serait plus, humainement, on ne peut plus y vivre. Okay, ça veut dire quoi? Alors, même si on prend la projection à 2 degrés, vous prenez la projection 2 degrés, en gros, vous ne gardez que les zones en rouge foncé. Okay, toutes ces zones-là ne sont plus habitables. À 2 degrés, la projection, c'est un déplacement de population d'à peu près 140 millions de personnes. 140 millions de personnes qui vont se déplacer puisqu'ils ne sont plus en zone vivable. Le pire scénario, on est plutôt vers 700 millions de personnes qui se déplacent. Un déplacement de 700 millions de personnes, ce sont des famines, ce sont des guerres. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Ça va? Allez, je termine pour l'atmosphère avec quelques boucles, quelques petites boucles sympathiques. On a quoi? Ici, des choses évidentes. Si le CO2 augmente, bah, il fait plus chaud. Okay, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, les océans sont plus chauds. Donc la capacité d'absorption du CO2 est plus faible. Et on tourne. Okay, donc il y a un effet accélérateur. On parle de boucle de rétroaction. Autre exemple, la vapeur d'eau. Plus la température augmente, plus il y a de vapeur d'eau. Gaz à effet de serre. Okay, donc la température augmente. Donc plus de vapeur d'eau. Et ainsi de suite. Donc deuxième effet. Troisième effet, quand la température augmente, on a quoi? Les glaciers qui diminuent. L'albédo diminue. L'albédo, je sais pas si ça parle à tout le monde, ça. L'albédo. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Ceux qui ont des vieux souvenirs de physique. Je sais pas. Non. Non, ok. L'albédo, c'est quoi? C'est la capacité de réfléchir. De réfléchir ici la chaleur. Le soleil, il envoie ses rayons sur la Terre, et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une surface blanche, enfin vous prenez 2 feuilles de papier, une feuille de papier blanche, une feuille de papier, ou une voiture blanche, une voiture noire, et ben la voiture noire va absorber la chaleur. L'albédo, c'est ça, c'est la capacité inverse de réfléchir la chaleur. Ce qui veut dire quoi? Les glaciers, c'est blanc. Ce qui veut dire que, globalement, les glaciers vont réfléchir 95% de la chaleur. Voilà. Vous prenez une ville, et vous avez des routes en béton, des routes en bitume. Bitume noir, ça absorbe la chaleur, et toute la chaleur reste. Donc l'albédo, c'est ça. Et ben, la température augmente, les surfaces de glaciers diminuent, donc la capacité de la Terre à réfléchir la chaleur diminue, et donc l'albédo diminue, et la température augmente, etc. Voilà, c'est ça l'albédo. Et l'albédo, c'est ce qu'on dit, il faut changer les villes. Il faut que dans les villes, on mette des végétaux. Alors, pour la capacité d'absorber du CO2, mais parce que si vous avez une prairie, ça reflète 25% et pas 5%. Voilà, donc l'aspect, la couleur, enfin un moyen de faire l'atténuation climatique, c'est on repeint les bâtiments ou les toits au moins en blanc. Voilà, c'est des choses toutes simples. Donc, il y a quand même des solutions. Voilà, mais bon... Vous inquiétez pas, tous ces problèmes de réchauffement climatique ont trouvé une solution. Alors, je le précise, je pratique l'ironie. Les accords de Paris, la COP 21. Juste qu'on soit tous d'accord. La COP 21, il y en a eu plein, hein, voilà, là c'est la 21e. À la COP 21, les accords de Paris, a été décidé quoi? Qu'il fallait effectivement limiter la hausse des températures. Il fallait limiter la hausse des températures à maximum 2 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et si possible, 1,5 degré. Je vous rappelle, on est déjà à 1,1 degré. Donc voilà, il faut limiter la température. Pour limiter la température, il faut limiter les gaz à effet de serre. Et ce qui a été signé, c'est on baisse les gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2050. Voilà, diminue les gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures. Alors attention, diminuer de 100% d'ici 2050, la neutralité carbone, c'est le fameux net zéro. Ça ne veut surtout pas dire qu'on ne va pas émettre de carbone. Évidemment qu'on émet du carbone. Enfin, voilà, on émettra du carbone. Mais on part de l'hypothèse que toutes les émissions de carbone vont être absorbées par les océans, vont être absorbées par les forêts, et que, all-in, en net, on sera à zéro. Ça va? Voilà, ça a été voté. Alors, je résiste pas à montrer la hausse du CO2 et les différentes COP, j'en ai juste mis quelques-unes. Voilà, donc voilà l'utilité des COP pour l'instant. Voilà, je pratique l'ironie. Et donc, il faut limiter les émissions de carbone. Je vous ai dit que le carbone, une fois qu'il était dans l'atmosphère, il y restait.
Il y restait. Donc, on a mesuré quelle est la quantité de carbone qu'on pouvait encore émettre d'ici 2100. Voilà, si on voulait respecter cet accord. Et la quantité de carbone, c'est globalement 420 milliards de tonnes de CO2. Voilà, c'est la limite, 420 milliards. Voilà ce qu'on peut émettre d'ici 2100, mais on ne doit pas aller plus loin. Le petit problème, c'est que globalement, chaque année, on émet entre 38 et 50 milliards par an. Vous faites un calcul rapide, allez, je vais arrondir, on a 10 ans devant nous. Au rythme actuel, dans 10 ans, c'est terminé. Okay, c'est terminé, les 2 degrés ne sont plus atteignables. Okay, ne sont plus atteignables. Et je vais revenir là-dessus, mais ça, c'est essentiel. Le rapport du GIEC le disait aussi, tout nouveau financement de gazoduc, de pipeline, etc., nous empêchera d'atteindre les 2 degrés. Je dis bien, tout nouveau financement. Ça veut dire que, et mes clients sont avant tout des banques et des gérants d'actifs, ça veut dire qu'une banque qui finance un projet aujourd'hui nous empêche d'atteindre les 2 degrés. C'est aussi bête que ça. Alors, avec la COP21, on a engagé la transition énergétique. La transition énergétique, donc il faut changer de source d'énergie. Petite parenthèse, il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'humanité jusqu'à maintenant. Ça n'existe pas. Alors il y en a qui vont me dire, bah si, avant on avait du bois, puis on est passé au charbon, puis on est passé au pétrole, puis on est passé au nucléaire, donc il y a eu une transition. Non, il n'y a absolument pas eu de transition, il y a eu une accumulation des sources d'énergie. Une accumulation des sources d'énergie. On a effectivement du pétrole, auquel on a rajouté du gaz, auquel on a rajouté du charbon. Enfin, si on regarde, ça n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, en Angleterre, on utilise plus de bois et de charbon qu'à l'époque où on faisait tout au charbon. Okay, donc, il n'y a, pour l'instant, jamais eu de transition énergétique. C'est une accumulation, pas une transition. Okay, accumulation, et vous avez tout en haut, les énergies renouvelables. Voilà, la merveilleuse hausse des énergies renouvelables. Voilà. Ça va? Alors, si, pardon, j'ai dit quoi? Il faut qu'on ait, enfin, la COP21 a dit, pour ne pas dépasser les 2 degrés, il faut qu'on ait une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2050. En réalité, il y a 2 pays qui ont globalement fait ça. Alors, avant de parler de ces 2 pays, je vais dire quoi? Pour vous donner le sentiment de ce qu'il faut faire, voilà, pour un ressenti de ce qu'il faut faire, l'image qui est très souvent utilisée, c'est le Covid. Pendant le Covid, il y a eu une baisse des gaz à effet de serre d'à peu près 5%. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré chez nous, on n'utilisait plus la voiture, plus l'avion, on a limité toutes les consommations, enfin voilà, on sortait plus, etc. Et ben ça, c'est 5%. Et ben il faut ça tous les ans. Ça veut dire qu'une fois qu'on est chez nous enfermé, il faut trouver à nouveau un moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 5% supplémentaires. Et comme ça, tous les ans. Voilà. C'est juste pour vous faire sentir ce qui a été signé à la COP21. Voilà. Entre la réalité et la signature. Je vous dis, il y a 2 pays qui ont réussi. Allez, tiens, il y a 2 pays qui ont réussi à faire ça. Il y a des gens qui ont une idée, des pays qui ont réussi à vraiment baisser les émissions de gaz à effet de serre de manière hyper significative et qui, globalement, aujourd'hui, colleraient aux accords de Paris. Allez, il y a 2 pays. Pays nordiques, du tout. On est très loin. La Suède, rien du tout. Mais non, je vous parle de 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. La Suisse, non, la Suisse, non, on a autre chose à faire en Suisse. Les pays nordiques, le Bhoutan, la Corée du Nord. Le premier pays, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord. Je ne vous décris pas comment ils sont arrivés à ça. Je pense que c'est très clair. Ok ? La Corée du Nord, c'est le premier pays. Il y en a un deuxième, et je vous mets sur la piste, fin des années 60. Ils ont commencé à faire ça. Cuba. Voilà. Les 2 pays qui potentiellement ont mis en place ce qu'il fallait pour arriver aux accords de Paris, c'est la Corée du Nord et Cuba. On est d'accord? Ça a été un peu forcé, dans des conditions un peu violentes. Or, nous, on nous demande de faire ça, mais de manière volontaire. Voilà. Tout ce que je fais, c'est dépendre la réalité de ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Il faudrait qu'on fasse comme la Corée et Cuba. Voilà. C'est la réalité et la pratique. Voilà. C'est juste ça. C'est pas très fun ce que je raconte, mais ça va pas être fun tout le long. Allez, donc on dit quoi? On arrête les voitures thermiques, et on passe à l'électrique. On passe à l'électrique, c'est formidable. Ça a été voté en 2035. Bandon n'est pas... Ah. Super. Donc,
Alors, pardon, parce que je vois pas tous les chats. Il faut que je regarde la conversation. Pardon, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Voilà, donc, député européen valide la fin des voitures thermiques. Donc on dit quoi? Bah oui, les voitures thermiques, ça émet du CO2, on va limiter. Je le fais très rapidement, je pense que c'est clair pour une majorité d'entre vous. La voiture électrique, c'est quoi? Ça veut dire, il faut les recharger. Je parle même pas de la construction de la voiture électrique. La voiture électrique, à construire, consomme beaucoup plus de CO2 que la voiture thermique. Donc c'est uniquement sur la durée que la voiture électrique devient plus intéressante. Je vous ai mis des liens vers des rapports, je crois, de Carbone 4 sur la voiture électrique qui dit il faut, alors j'ai plus le chiffre en tête, genre 5 ans ou 6 ans de roulage régulier pour que effectivement ça devienne intéressant. Okay, si vous achetez une voiture électrique et vous la gardez au garage, c'est pire. Voilà. Et là, c'est uniquement pour la France. Si on prend 15 millions de véhicules, c'est 7% de la consommation électrique française en plus. Voilà. Donc, ça veut dire plus d'électricité. Alors, en France, on a de la chance, enfin, de la chance ou pas, une partie de l'électricité, c'est du nucléaire, donc ça émet effectivement moins de CO2. Mais il faut qu'on puisse avoir nos centrales. Prenez en Allemagne. En Allemagne, ils sont en train de redémarrer encore plus les centrales à charbon. Voilà. Donc, là, ça marche pas. Et si ces voitures, il faut bien les recharger. Et ben globalement, si on les recharge et tout le monde branche ses voitures le soir, c'est 8 fois la puissance appelée par Paris en hiver pour recharger les voitures le soir. 27% des puissances du parc nucléaire actuel. Ok? Je parle même pas des problématiques de minéraux. Vous l'avez pas là, mais en termes de métaux, alors je vais l'avoir juste après, voilà. En termes de métaux, une voiture électrique, c'est 4 fois plus de cuivre qu'une voiture normale. Ok. Pour la batterie, c'est effectivement aussi des métaux, on va y venir, qui sont beaucoup plus importants qu'une voiture normale. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ça, alors on nous vend la voiture autonome. La voiture autonome, ça devrait parler. Il y en a peut-être qui l'ont vu, c'est à la Défense. Vous la voyez plus parce qu'elle est plus là. Le problème de la voiture autonome, c'est non seulement effectivement les problématiques minières. Ça veut dire que, et là, vous avez l'association minière aux États-Unis qui dit attention, vous nous dites voiture automobile, le problème c'est que ça va exploser les métaux. Okay, il va y avoir une demande sur les métaux beaucoup plus importante et c'est une industrie hyper polluante. Donc ce que je suis en train de montrer, c'est ok, l'atmosphère ça va, mais on est en train de reporter le problème à un autre endroit qu'on va voir dans un instant. Deuxième problème, la data. La data, la voiture autonome, c'est des téraoctets de données, 40 téraoctets de données pour 8 heures de voiture qui roule. Ce qui veut dire quoi? Des data centers. Et qui dit data center dit énergie. Donc tout ce que je veux dire, c'est que là, cette transition qu'on nous propose nous amène vers beaucoup plus d'extraction de mines et beaucoup plus d'énergie. Voilà. Alors, sur la voiture électrique, ici, on est dans l'atmosphère, on va aller dans la lithosphère, on va rentrer dans le sol. Pour la voiture électrique, c'est 4 fois plus de cuivre. 4 fois plus de cuivre, donc une voiture thermique c'est 20 kg, là on est sur 80 kg. 1,5 fois plus d'aluminium, c'est du cobalt, c'est plein d'autres métaux. Le cuivre, est-ce qu'on en a dans le monde? Oui, il y en a plein dans le monde. Enfin, on en a encore. 25% des réserves mondiales, de cuivre sont au Chili. Donc on en a, il est au Chili. Donc pas de problème. Le problème, il est où? Au Chili, qu'est-ce qu'on a actuellement sur les extractions de cuivre? Pour extraire des minéraux, quels que soient les minéraux, il faut énormément d'eau. Or, au Chili, il y a une sécheresse. Ce qui veut dire quoi? On ne peut plus extraire le cuivre. Non pas qu'il n'y en a pas, mais que la hausse de température a créé une sécheresse qui fait qu'on ne peut plus l'extraire. Okay, donc on a ce problème, c'est qu'on a déplacé un problème d'atmosphère, la pollution CO2, on dit ah bon on va faire des voitures électriques, donc il faut extraire. Le problème c'est un, ça pollue énormément, et deux, il y a de certains endroits où on ne peut plus extraire. Actuellement au Chili, le problème c'est est-ce qu'on donne à boire aux populations ou est-ce qu'on extrait du cuivre? Je pense que c'est assez vite, normalement on choisit assez vite, normalement. Alors, ils se disent, mais c'est pas un souci, on fait quoi? Des grandes usines de désalinisation. On fait des grandes usines de désalinisation. Le problème, c'est qu'une usine de désalinisation, c'est énormément d'énergie. Donc du CO2. Enfin, ça, c'est ce qu'on a sur toute l'extraction des minerais. Et je vous enverrai vers des conférences, notamment, et je ne l'ai pas dit au départ, mais notamment toutes les conférences d'Arthur Keller. Fantastique conférence, je vous enverrai tous les liens. Allez voir les conférences d'Arthur Keller.
Voilà, il n'y a rien à dire, c'est excellent. C'est un systémicien, il regarde les liens entre les différentes sphères. Voilà. Ici, le minerai est de moins en moins concentré. Bah oui, pour aller le chercher, bah, vu qu'on a déjà allé chercher les endroits où il y en avait beaucoup, bah maintenant il faut aller sur les endroits où il y en a moins. Donc, ça demande beaucoup plus d'énergie. Okay, et bah, l'énergie, on n'en a toujours pas. Il faut produire plus d'énergie. Enfin, en tout cas, c'est plus difficile à obtenir parce que si on veut pas de pétrole, etc. Et on tourne. Okay, et on tourne. Voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est entre guillemets la conclusion de cette première partie. La transition énergétique, ça fait juste passer d'une dépendance à l'autre. On passe de l'atmosphère à la lithosphère. Et maintenant, on veut des minerais, des minerais, des minerais. Et regardez les conférences d'Arthur Keller, vous verrez qu'effectivement, ça nous amène encore plus dans le mur. Je mets un gros mot ici. Le seul moyen, c'est la sobriété. C'est de la sobriété. Je vais même, là j'utilise un mot que je ne devrais pas prononcer, potentiellement la décroissance. Allez, on continue. Ça, c'était l'atmosphère et une partie de la lithosphère. L'hydrosphère, je le fais très rapidement parce que je vois que je suis déjà en retard et que je dois parler de réglementation, parce qu'il y a des gens qui sont venus que pour la réglementation. L'hydrosphère, les océans et la glace, j'en parle même pas. Les problématiques de pollution, d'acidification, de montée des eaux, effectivement, je passe pas. Problématique qui semble anecdotique. Le problème, on a quoi? Une féminisation, entre autres, des poissons. Féminisation des poissons, c'est-à-dire de quoi il parle? Féminisation des poissons. Ben oui, les femmes, chez nous, prennent la pilule, œstrogène, progestérone. La pilule, bah, le problème, c'est qu'après, on va aux toilettes. Les toilettes se déversent dans les océans. Et bah, on a une féminisation. Les pilules ont fait qu'il y a une féminisation des océans et donc des poissons et donc un problème de reproduction des poissons. Voilà. Ça paraît vraiment anecdotique, mais ça fait partie de ces choses-là. Autre chose sur les océans, enfin sur l'eau, prenez le Moyen-Orient, par exemple, l'eau qu'ils utilisent, c'est de l'eau fossile, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est sous terre, ils vont aller pomper cette eau. Et cette eau, ils la pompent au-delà des capacités de réajustement des nappes phréatiques. Enfin, voilà. Donc ils utilisent, ce qui va dire qu'au bout d'un moment, bah, l'eau, il n'y en aura plus à ces endroits-là. Et c'est aussi de l'eau qui est rebalancée dans l'atmosphère avec une hausse des émissions une hausse des vapeurs d'eau et le gaz à effet de serre. Voilà. Donc les océans, je passe très rapidement. Là, je suis vraiment en retard. Mon timing est très mauvais. C'est la première fois que j'anime ce type de conférence. Donc voilà. La biosphère, ça va prendre 2 secondes. La biosphère, c'est tout ce qui est vivant. Ici, un rapport qui dit quoi? Et tous les rapports vont dans le même sens. Ici, il s'agit de tous les vertébrés. Tous les vertébrés, donc les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc voilà. Depuis ma naissance, donc en 70, depuis ma naissance, il y a eu une baisse moyenne des espèces vertébrées de 68%. 68% de baisse des espèces vertébrées. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas ce qu'on appelle une extinction, parce que techniquement, une extinction, c'est une baisse de 75%, mais on n'est pas loin d'une destruction complète du vivant sur Terre. Et du vivant, quel type de vivant? Globalement, il y a encore une centaine d'années, la moitié des espèces étaient des espèces sauvages. Les espèces sauvages, aujourd'hui, c'est 4% du vivant. Et là c'est uniquement les mammifères. Là, sur tous les vertébrés, je n'ai pris que les mammifères. C'est 4% des vivants. Ensuite, vous avez l'humanité. Tout le reste, c'est du bétail. 62% des espèces vivantes, c'est du bétail. C'est ce qu'on va manger. Bon, après, il y a nos petits chats, nos petits chiens, mais ça, on s'en fiche. Ok? C'est du bétail. Encore une fois, il y a des solutions. On arrête de manger de la viande, là, automatiquement, on va limiter ce truc-là. Et peut-être en espérant ressauver certaines espèces. Mais voilà, on a aussi une extinction du vivant. Il y a une extinction du vivant sur Terre. Je termine, parce que je suis vraiment en retard, donc il faut que je parle un petit peu de réglementation, avec la pédosphère, le sol sur lequel on fait notre agriculture. Ici, plus c'est rouge, plus le sol n'est plus en état de produire. Le sol n'est plus en état de produire parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des villes, on a labouré, on a tout retiré et le sol n'est plus en état de produire s'il n'y a pas d'engrais. Okay, NKP, je ne sais pas si vous vous souvenez, NKP, ou en tout cas si vous faites, moi j'ai un potager, il y a très très longtemps, j'étais un abruti, je suis un petit peu toujours, mais voilà, je mettais plein d'engrais dans mon jardin pour avoir des belles tomates et des belles choses. Voilà. Donc, en gros, ces terres-là ne peuvent pas produire sans engrais.
Alors, vous allez me dire, mais de l'engrais, on va prendre le phosphore, donc NKP, hein, nitrogène, phosphore, potassium, on va prendre le phosphore, mais le phosphore, il y en a. Et effectivement, il y en a au Maroc. Et le très gros des réserves mondiales de phosphore sont au Maroc. Première chose, on estime que le pic de phosphore va se situer dans 20-30 ans. C'est-à-dire dans 20-30 ans, on aura épuisé les ressources de phosphore. Or, les terres qu'on a actuellement, sans engrais, ne peuvent plus produire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable d'amener de l'engrais, il n'y a plus de plantes. Et s'il n'y a plus de plantes, on ne peut plus manger. C'est aussi bête que ça. Alors, par contre, là, il y a des super solutions. Le cycle du phosphore, je ne sais pas si vous vous souvenez en biologie, le cycle du phosphore, c'est quoi? Il y a du phosphore dans le sol, ça fait pousser des plantes, les plantes, on les mange ou notre bétail le mange, et on mange le bétail et les plantes, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aux toilettes, et à une époque, ben, on allait aux toilettes dehors, et donc ça retournait dans le sol, ou quand on mourait, ben, ça retournait dans le sol, et ça repartait, c'était le cycle du phosphore. Or aujourd'hui, je vais prendre des termes qu'utilise Arthur Keller, et voilà, je le prends à ma sauce. Globalement, aujourd'hui, on fait quoi? Ben, on mange effectivement tout ce qui contient du phosphore, et ensuite, on va aller chier dans l'eau potable. On va chier dans l'eau potable, tout ça se déverse dans nos égouts qui vont dans les océans, puisque globalement, les stations de traitement de l'eau ne récupèrent pas le phosphore. Et ça part dans les océans, au lieu de rester sur Terre. Voilà. Donc le phosphore est en train de disparaître dans les océans. Alors, il y a une solution très simple, alors qui ne plaît pas toujours à tout le monde, des toilettes sèches. Je vais être un peu cru, mais moi, l'urine de ma maison en Normandie, je l'utilise pourquoi? Pour mon compost. Alors maintenant, quand je vais offrir des légumes à des gens autour de moi, ils vont être moins sympas, voilà. Mais oui, mais ça fait des beaux légumes. Voilà. Donc il y a des solutions. Il existe des solutions. Voilà. Donc on peut le faire. Voilà. Allez, un petit dernier, si j'avais oublié, la lithosphère. Donc on retourne à l'intérieur, le sable. Alors c'est même pas à l'intérieur. Le sable, quelques exemples. Ça, c'est tout ce qu'a utilisé les États-Unis en sable de construction sur 100 ans, entre 1900 et 2000. Okay, 4,5 gigatonnes de sable, c'est ce qu'a utilisé les États-Unis. Ça, c'est ce qu'a utilisé la Chine entre 2011 et 2013. Plus que les États-Unis ont utilisé sur 100 ans. Si vous prenez la tour Khalifa, eh ben, elle a été construite avec du sable. Pour les constructions, il faut du sable. Il ne s'agit pas de sable, vous allez me dire, il y en a plein dans le Sahara, on a qu'à aller dans le Sahara. Le sable du Sahara, il est trop rond, trop lisse. Ce n'est pas bon pour les constructions. Pour les constructions, il vous faut du sable de plage. Ça, c'est rugueux, c'est exactement ça qu'il nous faut. Okay, si vous prenez la tour Khalifa, le sable a été entièrement importé d'Australie. C'est-à-dire on a fait venir du sable d'Australie pour construire la tour Khalifa. Et on a aujourd'hui des mafias du sable à travers le monde qui vont aller sur des plages et vider les plages de sable. Voilà, on a des mafias du sable qui vont voler du sable sur les plages pour pouvoir faire de la construction. Exactement comme on a des mafias du bois qui vont aller couper du bois pour le revendre. Exactement pareil. Bon, allez, j'arrête là. Ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout ce que je suis en train de dire, c'est que globalement, depuis les années 70, on consomme plus de la planète que ce que la planète est capable de produire. Okay, on a dépassé les limites planétaires et vous avez dû voir, tiens, oui, ce truc-là. Vous avez dû voir ça, cette jeune femme qui s'est enchaînée à Roland-Garros avec, il nous reste 128 jours encore pour pouvoir réagir. Ça, c'est une énorme connerie. Et on n'a pas 1028 jours, on a 0 jour. On a 0 jour, globalement, les limites ont déjà été déplacées. Été dépassées. Déplacées, ça serait bien, tiens. Les limites ont déjà été dépassées. Maintenant, la question, c'est quoi? Pour prendre une analogie, on a une voiture, on va à fond contre un mur. Maintenant, c'est à quelle vitesse on va freiner. Le mur, il n'y a plus de question. Le mur, on va se le prendre. La question, à quelle vitesse on va se le prendre. C'est ça. Alors, est-ce que les solutions de décroissance et de sobriété permettraient une régénération ou retarderaient un inévitable? Alors, alors d'abord, je laisse aux ingénieurs cette capacité de répondre. Je ne suis pas ingénieur, enfin si je suis ingénieur, mais pas dans ces domaines-là. Voilà. Oui, la question, pour répondre à votre question, c'est ce que je disais. On a une voiture, on va à fond vers un mur. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse on va freiner? En gros, est-ce qu'on se prend le mur à fond ou est-ce qu'on se le prend moins à fond? Parce que de toute façon, ça va se réguler. La planète va se réguler.
C'est, quand je vous dis 700 millions de personnes qui se déplacent, ce sont des guerres. Et je vais terminer dans un instant, des guerres, des famines, la famine. Regardez en ce moment ce qui se passe. Vous le voyez peut-être, il y a des problématiques d'approvisionnement. Pour l'instant, nous, on est dans des pays où on est sympa, ça arrive à la fin. Mais quand ça arrive chez nous, et ça arrive chez nous, là, on a un problème. Regardez la sécheresse, ça y est, c'est chez nous. Donc, il y a un moment, il faut réagir. Et je continue à répondre à votre question dans un instant. Ici, c'est toutes les limites planétaires. Ce graphique, je suis sûr que vous l'avez vu, c'est toutes les limites planétaires qu'on a dépassées. La pollution chimique, le changement climatique. Vous voyez, le changement climatique, oui, on l'a dépassé, mais on est loin de ce qui se passe sur d'autres choses. Le taux d'extinction des espèces. Ce qu'on a vu, c'est une extinction de la vie sur Terre. Voilà. Et s'il y a que des hommes et du bétail, super. La conversion des sols. Les sols ne produisent plus. Le phosphore, le nitrogène. Et il y en a, on n'a pas encore vu, donc on ne sait pas encore où on en est. Je reviens. Limits to growth. Je reviens à ce truc-là. Effectivement, il y a 50 ans, on leur a dit, faites des projections. Ces projections qui ont été faites, au bout, là c'est l'update, au bout de 30 ans, on a regardé où est-ce qu'on en était. Et il y a eu un update, là, il y a 1 ou 2 ans, on a repris le modèle et on a regardé. Je reprends les modèles. Le standard run. Le standard run, c'est ce qu'on est en train de faire. En gros, depuis les années 70, on a gardé le même train de vie, entre guillemets, ou de mort. On a gardé le même train et on a même accéléré. OK ? Et puis après, on regarde avec W. Ça, c'est ce qui a été étudié et ce qui a été revalidé il y a 30 ans, il y a 20 ans. Les conséquences, elles sont là. Les conséquences, c'est un effondrement entre globalement 2020-2030 et 2040. Voilà. C'est un modèle, ok ? Et je prie pour qu'ils aient tort. Voilà. Mais en gros, le modèle, il dit effondrement. C'est quoi ? C'est des guerres, c'est des famines, etc. Et le modèle va se réguler, parce que de toute façon, la Terre est un système vivant qui va se réguler. Voilà. Donc, on va y arriver. Il y aura des guerres, etc. Donc, espérance de vie va diminuer. La population, elle est là. Non, ça, c'est la pollution. La population, voilà, elle est là. Et pouf, la population, vous voyez, commence à diminuer à partir de 2050. Et le modèle va se réguler. Parce que c'est un modèle vivant. Il se régulera. Voilà. Donc la conclusion du premier scénario business as usual, c'est le système planétaire s'effondre entre 2030 et 2050. Je suis pas du tout un collapsologue, machin, etc. Non, moi j'aime, voilà, des trucs tout bêtes. Il y a un deuxième modèle qu'ils ont utilisé où on double les ressources. On double les ressources. Ça fait quoi ? Ça décale juste l'effondrement de quelques années. Voilà, ça décale l'effondrement. Et je vous engage à aller regarder les recherches de Gaia Harrington, qui a refait le test avec des ordinateurs un peu plus costauds que dans les années 70 et des modèles un peu plus développés et qui arrivent globalement aux mêmes conclusions. Voilà. Super. Donc oui, la décroissance et la sobriété, ça peut... alors la régénération, d'abord on a dit le méthane, au bout de 2 ans, ça disparaît de l'atmosphère, donc voilà, ça permettra d'aller. Le CO2, encore une fois, ce qui a été émis, on ne peut pas l'enlever. En tout cas, à échelle humaine, ça va prendre 200, 300 ans, donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Sur la biosphère, oui, il pourrait y avoir des nouvelles espèces qui reviennent, enfin en tout cas qui grandissent, pas des nouvelles espèces qui reviennent, donc voilà, qui reprennent leur place. Mais voilà, décroissance et sobriété sont 2 mots dont on n'a pas forcément envie de parler. Quoique, et je me lance pas là-dessus, mais vous avez dû voir le petit truc de Total, Engie, etc., qui disait, la meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Voilà, pas de commentaire. Allez, ça, je l'ai piqué aussi à Arthur Keller. J'ai tout piqué à Arthur Keller. Encore une fois, allez voir ses vidéos. C'est fantastique, puisqu'il va regarder tous les liens entre biosphère, atmosphère, etc. Et autre chose par rapport à ce que je dis, je ne parle pas de solution. Le 3e rapport du GIEC, le dernier qui est sorti, montre quelques pistes de solutions. Arthur Keller montre aussi toute une série de pistes de solutions. J'ai un lien vers sa conférence. Sur 2h30 de conférence, il y a toute une grande partie sur les solutions. Voilà, les solutions. Voilà, bip bip, bip bip, vous vous souvenez, il courait, il était dans l'air, il continuait à courir, puis tout d'un coup, il se rendait compte qu'il était dans l'air et il tombait. Ben voilà, en réalité, on en est là. Encore une fois, la question, c'est pas est-ce qu'on va se prendre le mur, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la chute soit moins douloureuse. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial, bip bip, pib. Voilà, une croissance infinie dans un monde fini n'a aucun sens. Enfin, pour avoir été plutôt un bac C, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais voilà, donc un truc assez Descartes, assez logique, etc. Voilà, ça ne marche pas. Le truc ne marche pas. Donc, voilà, je me lance pas sur d'autres choses, mais il y a plein de choses. Donc, on passe à la partie réglementaire. Je suis désolé, la partie réglementaire. Alors, je suis vraiment désolé, je suis parti.
Le Green Deal européen. Suite à la COP21, on a mis le Green Deal européen. L'objectif, mettre fin aux émissions de gaz à effet de serre, une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources, le fameux découplage qu'on n'a jamais vu. Enfin, il y a eu quelques exemples hyper spécifiques, mais qui ne sont pas durables. Enfin bon, et où personne n'est laissé de côté. Ça, c'est le Green Deal. Du Green Deal, sont sorties plusieurs réglementations. La CSRD, la taxonomie et la SFDR. On va commencer par la CSRD. Puis la taxonomie, puis la SFDR. Donc j'oublie tout ce que j'ai raconté, on parle de réglementation. La CSRD, qui remplace la NFDR. C'est quoi ce truc-là? La Corporate Sustainable Reporting Directive. Le reporting sur le développement durable des entreprises. Reporting sur le développement durable des entreprises. L'idée, c'est quoi? Les entreprises, ça c'est plus ma spécialité, de l'analyse financière, les entreprises, elles publient leur bilan, elles publient leur compte de résultats. Voilà. Et pourquoi elles le publient? Pour que les investisseurs se disent, tiens, est-ce que c'est intéressant d'investir dans cette boîte? Ils publient leur stratégie pour les investisseurs, pour que les salariés aient une idée, pour que les régulateurs aient une idée de ce qui se passe dans la boîte. Et tous ces reportings, ces bilans, ces comptes de résultats financiers ont été normés. Et vous connaissez quasiment tous, je suis sûr, les normes IAS. IAS 32, IAS 39, IAS 9 en ce moment, etc. Ces normes IAS, effectivement, sont créées au niveau international par l'IASB, ils créent des normes sur les bilans, les comptes de résultats, etc. Si on prend en Europe, vous avez l'EFRAG, qui est une entreprise, ou plutôt une association, qui est là pour vérifier les normes donc, et pour les appliquer ensuite en Europe. Donc on vérifie les normes IAS et on se dit si oui ou non on peut les appliquer en Europe. Donc au niveau international, l'IASB qui fait les normes IAS, c'est bon, voilà, pour les bilans, les comptes de résultats, la publication, qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos bilans, etc. en termes d'information financière. Et l'EFRAG, c'est en gros, va récupérer ça pour la partie européenne. Et ensuite, on l'adapte à l'Europe et on a nos normes en Europe. Ça, c'est pour les bilans et comptes de résultats. La CSRD, c'est exactement la même chose. L'objectif, c'est de créer des normes, non plus sur les rapports financiers, mais sur les rapports non financiers. Sur les rapports non financiers. Jusque-là, il y avait plein de gens qui faisaient des reportings extra-financiers. Là, j'ai mis une petite liste de gens qui faisaient des reportings extra-financiers. Mais il n'y avait pas d'harmonisation, il n'y avait pas de normes globales. Et ben, l'objectif de la CSRD, c'est d'avoir une norme globale en Europe pour ces reportings extra-financiers. L'objectif, on l'a là, s'assurer que les investisseurs, les clients des entreprises, les salariés des entreprises, les fournisseurs, les ONG ont suffisamment d'informations pour mesurer les risques de durabilité d'une entreprise. Environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, c'est uniquement pour créer des reportings sur la durabilité des entreprises. Okay. L'objectif, amener les reportings extra-financiers au niveau des reportings financiers. Voilà, en termes de standards, de qualité, de digitalisation, pour que on sache où aller le trouver, et puis de contrôle, exactement comme quand vous publiez vos comptes. Là, vous avez qui est intéressé, qui ça concerne. Alors, il faut 2 critères sur 3, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions, un bilan supérieur à 20 millions, ou 250 employés. Donc c'est 2 critères. Et puis, pareil pour toutes les sociétés cotées en bourse, et globalement, en Europe, ça va concerner 50 000 sociétés. 50 000, actuellement 10 000 pour la réglementation sur les reporting extra-financiers qu'on a actuellement. Tout ça, le premier reporting sera publié en 2024. 2024 sur des chiffres 2023. 2023, c'est demain. Hein. Ça veut dire que si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas encore pris ça en compte, il est temps de s'y coller. Voilà. Voilà, il est temps de s'y coller. Alors, ici, il va falloir montrer quoi? Vous entendez peut-être parler de double matérialité. Le double matérialité, c'est quoi? Ici, il s'agit de voir les risques ESG sur l'entreprise, mais dans l'autre sens, les risques à l'entreprise sur l'environnement. Ici, c'est ça. La matérialité financière, c'est quoi? Quel est l'impact du climat sur les résultats d'une société? On va prendre un exemple. C'est une société automobile. En quoi le climat a un impact sur le secteur automobile? Déjà, on l'a dit, changement de la réglementation. Moi, je suis une société, je fais des voitures thermiques. Et si je passe pas à la voiture électrique, il va y avoir un problème parce qu'en 2035, je ne pourrai plus en vendre. Autre chose, qu'est-ce qu'on a actuellement comme problème sur la fabrication de voitures liées au climat? Pour la fabrication de voitures, il manque certains composants, notamment des composants électriques, des microprocesseurs. Okay. Et pourquoi il manque ces microprocesseurs? La majorité de ces microprocesseurs sont faits à Taïwan.
à Taïwan. Et qu'est-ce qu'on a eu à Taïwan? Alors oui, il y a eu le Covid, mais il y a eu autre chose. Il y a eu une sécheresse. Or, pour faire des microprocesseurs, il faut énormément d'eau. Ce qui veut dire quoi? La sécheresse a causé l'arrêt de la fabrication de microprocesseurs qui a impacté la construction de voitures et donc les sociétés automobiles sont impactées. Donc vous voyez, c'est l'impact du climat sur les sociétés automobiles, sur une entreprise. Okay, donc ça, on va devoir le reporter. C'est-à-dire, moi, société, je vais dire, voilà ma sensibilité au climat. S'il y avait des sécheresses, voilà quel serait l'impact. Ensuite, je dois dire quel est l'impact de ma société sur l'environnement. Je suis Total, énergie, peut-être qu'une partie de mon activité impacte le climat. Voilà, donc c'est les principales incidences négatives, vous entendez peut-être parler de ça, les PAI en anglais, Principal Adverse PAI, indicateur ou un truc comme ça, c'est quel est l'impact de ma société sur le climat. Et bien les sociétés, les 50 000 sociétés vont devoir le publier. Alors on va aller un peu plus loin, je vous ai dit en Europe, c'est l'EFRAG qui s'occupe de ça, je vous ai mis un lien. Actuellement, l'EFRAG a déjà elle a lancé des normes qui sont encore en cours de discussion. On a jusqu'à août 2022 pour faire des commentaires, etc. Vous voyez, on doit publier des informations sur le changement climatique, sur la pollution de la société, sur l'impact de la société sur l'eau, sur la biodiversité, etc. Voilà, sur la force de travail, sur la gouvernance. Est-ce que le management a une rémunération liée à l'impact ESG? Des choses comme ça. Donc tout ce qui est entouré en gris foncé, vous trouverez tous les reportings à cet endroit-là. Et vous verrez ce qu'on doit publier. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il est 23. Je vais très très vite. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà, la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, je dois dire quelle est ma consommation de fuel. Okay, quelle est ma consommation de gaz naturel, enfin de charbon, quelle est ma consommation de charbon, quelle est ma consommation de pétrole, de gaz naturel. Ça veut dire que toutes les sociétés, les 50 000 sociétés dont je vous parle, doivent publier ça prochainement. Quelle est mon utilisation de l'eau? Quelle est l'eau polluée que je rejette? Et ainsi de suite. Allez, je parle d'une chose dont vous entendez sûrement parler, mes émissions de gaz carbonique, les différents scopes. Émissions, scope 1, scope 2, scope 3. Je vais dire quoi? Scope 1 et scope 2, c'est ce que vous avez ça, c'est combien la société génère de gaz carbonique sur sa production. Ça veut dire quoi? Moi, je fais de l'acier. Pour faire de l'acier, j'ai des grands fourneaux, donc je brûle des choses et ça génère du gaz carbonique. Mais moi, société qui fait de l'acier, j'ai aussi des bureaux. Et les bureaux, ils ont besoin d'électricité pour les ordinateurs et machin. Et cette électricité, c'est de l'électricité française, c'est nucléaire, donc ça émet peu de CO2. Ou je suis en Allemagne, là, ça émet beaucoup de CO2. Donc globalement, c'est toute ma production et tout ce que ma production nécessite comme ressources qui vont émettre du CO2. Ça, c'est le scope 1 et le scope 2. Le scope 3, c'est tout ce que mon activité va générer de CO2 en amont et en aval. Ça veut dire quoi? J'ai dit que j'étais une société qui fait de l'acier. Pour faire de l'acier, il faut me transporter l'acier jusqu'à chez moi. Et je vais prendre en compte le transport. Le transport, ça émet du CO2. Ok? Et puis ensuite, c'est l'acier. Je vais vendre mon acier à quelqu'un qui fait des pipelines. Ça pollue, donc ça émet du CO2. Vous voyez le truc? On a, j'imagine, beaucoup de gens qui me connaissent, donc plutôt de la banque et de la finance, de la gestion d'actifs ici. Je suis la banque. Banque, scope 1 et scope 2, c'est moi, je suis une banque, donc j'ai besoin d'électricité pour mon business, etc. Le scope 3, ça va être quoi? Qu'est-ce que je finance? En fonction des prêts que je vais faire, si je prête pour des fermes éoliennes offshore ou si je prête pour un gazoduc, l'impact ne sera pas le même. Ça sera le scope 3, c'est quel est l'impact de mon business sur l'environnement. Vous voyez l'idée? Voilà, donc ça, c'est les différents scopes sur les émissions de carbone. L'autre objectif, on a dit, il s'agissait de normer, que toutes les sociétés publient de la même façon, donc vous trouverez les normes sur les FRAG, et il s'agit aussi de savoir où va arriver l'information. Globalement, il y a les sociétés qui vont avoir de l'information. On peut trouver l'information sur des sites web. Il y a actuellement beaucoup d'agences de rating ESG qui commencent à publier de l'info. Petite parenthèse, d'une agence à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes infos, comme on n'est même pas sur des normes qui sont terminées, etc. Et l'objectif, ça sera d'avoir l'ESAP, l'European Single Access Point, c'est-à-dire une base de données en Europe sur laquelle on pourra trouver toutes ces données qui seront normées. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La CSRD, c'est l'obligation de la société de publier toute une série de choses sur le traitement de l'eau, les déchets, les émissions de CO2, etc. Okay, et je vous dis, c'est pour demain.
Deuxième chose, la taxonomie européenne. Est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, je fais vite la taxonomie au moins. La taxonomie européenne, c'est quoi? Bah, il faut définir qu'est-ce qui est durable. Qu'est-ce qu'une activité durable ou qu'est-ce qui n'est pas durable? Taxonomie, c'est juste la science des classifications. C'est de la classification. La taxonomie, c'est la classification. Okay, donc, la taxonomie, c'est juste un énorme dictionnaire. Un énorme dictionnaire en 6 chapitres. En 6 chapitres. Sont publiés pour l'instant les 2 premiers chapitres. Les 2 premiers chapitres sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que vous faites pour limiter, par exemple, vos émissions de gaz à effet de serre? Et qu'est-ce que vous faites pour faire face au réchauffement climatique? Pour l'instant, on n'a que ça. Les prochains chapitres, ça sera sur l'eau. Vous aurez la protection de la biodiversité des écosystèmes, la prévention de la pollution et le contrôle, et la transition vers vers une économie circulaire. Pour l'instant, on a les 2 premiers. Globalement, qu'est-ce qu'on a dans la taxonomie? La taxonomie, c'est un dictionnaire dans lequel sont répertoriés la majorité des secteurs de l'économie. Alors d'abord, si vous avez un secteur qui n'est pas dans la taxonomie, c'est peut-être parce que vous travaillez dans un secteur qui n'est pas durable. Un exemple, tout ce qui est énergie fossile, transport aérien, tout ça, ça n'est pas dans la taxonomie. Parce que par définition, ça n'est pas durable. Donc vous ne le trouvez pas. Donc c'est pas durable. Point. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben moi, j'ai dit je fais de l'acier. Je fais de l'acier. Eh ben, on va aller dans le dictionnaire, on va regarder fabricant d'acier. Fabricant d'acier. Et la taxonomie va me dire quelles sont les émissions de gaz à effet de serre que j'ai le droit d'avoir si je veux respecter les accords de Paris. Et, petite parenthèse, c'est combien j'ai le droit d'émettre de CO2 l'année prochaine, puis l'année suivante, puis l'année d'après, si je veux respecter les accords de Paris. Okay, alors, je crois que je vous ai mis quelques exemples. Je vais aller chercher les exemples tout de suite. Voilà, je produis l'électricité. Et ben, pour que votre activité soit alignée à la taxonomie, il faut que l'installation de la production électrique ait une centrale au fil de l'eau et n'ait pas de réservoir artificiel. Là, ça passe. La densité de puissance de l'installation de production électrique doit être supérieure à 5 watts par mètre carré. Et ainsi de suite. Donc, on vous décrit exactement tout ce que vous avez le droit de faire. Alors, sur les transports de déchets, vous allez me dire c'est du transport. Effectivement, c'est pas du CO2. C'est les déchets doivent être triés à la source et collectés séparément. Les déchets doivent être destinés à des opérations de réemploi ou de recyclage. Dans ce cas-là, c'est du durable. Sinon, c'est pas du durable. Vous voyez le truc? Donc, la taxonomie ne fait que secteur par secteur définir tout ça. Je vous ai mis un lien. Où est-ce qu'il est mon lien? Je sais plus où il est. Vous avez un lien. Ah oui, il est tout à la fin, vers l'Excel de la taxonomie, où vous trouvez tous les secteurs définis, les NAS, donc les numéros de secteur, et secteur par secteur, ça vous dit ce qu'on a le droit d'émettre. Et ben, les sociétés, effectivement, vont devoir dire quelle est la part de leur chiffre d'affaires, donc le turnover, le chiffre d'affaires, quelle est la part de leur capital expenditure, le operating expenses, qui est aligné à la taxonomie. Alors, éligible à la taxonomie, c'est j'ai une activité qui potentiellement est durable. Maintenant, aligné, c'est est-ce qu'elle est durable ou pas? Et ben, il va falloir, moi, société, que je dise quel est le pourcentage de mon chiffre d'affaires qui colle à la taxonomie. Voilà, par exemple, moi, je fais de l'acier, et ben 30% de mon business colle à la taxonomie européenne, et donc limitera la hausse des températures à 2 degrés d'ici 2100. Et puis, tout le reste, et ben, c'est pas durable. Ok, c'est pas durable. Donc, on va devoir publier tout ça. Voilà. Quelle est la part de notre chiffre d'affaires? Petite parenthèse, on a fait, pour s'amuser, entre guillemets, on a regardé toutes les sociétés du CAC 40 et on a regardé quelle est la part du chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40 qui était alignée à la taxonomie. Vous avez une idée de la part du chiffre d'affaires des sociétés du CAC qui sont alignées à la taxonomie? Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires? Allez, ça sera la dernière question. Et puis, je vais devoir vous laisser parce que j'imagine que vous avez d'autres obligations. 10%? Non. 5%? Même pas. Plus bas. 5%? Encore plus bas. 2%. Il n'y a que 2% du chiffre d'affaires des sociétés du CAC qui sont alignées à la taxonomie européenne. Ce qui veut dire que 98%, ça nous amène dans le mur encore plus vite. Voilà. C'est formidable. Allez, je le fais en 30 secondes parce que je suis désolé, j'ai passé trop de temps. C'est la première fois que j'anime ce module, mais j'en ferai d'autres et que sur la réglementation, comme ça, ceux qui veulent voir que la réglementation, vous verrez. La SFDR, on avait la CSRD, c'était pour les entreprises. SFDR, ça va être
tous les gens des marchés financiers, tous les acteurs des marchés financiers, les sociétés de gestion, les banques, les assureurs, etc. L'objectif, c'est quoi? Réorienter les flux de capitaux vers les investissements durables. Ça veut dire que moi, gérant d'actifs, par exemple, quand je vais investir dans une société, je vais devoir dire quelle est la partie de l'investissement qui colle, par exemple, à la taxonomie européenne, qui est alignée à la taxonomie européenne. Okay, donc là, je le fais mais vraiment super rapidement. Globalement, allez, je vais aller le voir tout de suite. Sur les gérants d'actifs, je ne parle que des gérants d'actifs pour l'instant. Les gérants d'actifs, sur leurs fonds, il y a 3 types de fonds. L'article 6, l'article 8, l'article 9. L'article 6, je simplifie vu que je suis en retard, l'article 6, c'est en gros l'environnement, c'est pas mon sujet, je m'en fous. Voilà. L'article 8, c'est ce qu'on a là, je promeus une caractéristique ESG. Par exemple, je m'engage à ce que 5% de mon fonds soit investi dans des sociétés qui font attention à l'équilibre homme-femme dans le board. Voilà. 5% de mon portefeuille. C'est un exemple. Si ça vous parle, c'est un peu l'équivalent des fonds ISR. Voilà, l'article 8, il y a une caractéristique ESG. Mais c'est pas la majorité du portefeuille qui est investi là-dedans. Alors que l'article 9, vous l'avez là, ok. L'article 9, c'est on a un objectif. On a un objectif ESG et c'est la majorité du portefeuille. Alors, il n'y a pas de pourcentage, ils disent une part significative du portefeuille, donc 80%, 90%, qui est investi dans des activités qui, en majeure partie, sont alignées à la taxonomie européenne. Ok, alors, c'est pas exact, je le fais très très vite, mais c'est ça. Voilà. Donc, des fonds article 9, c'est vraiment, je vais investir dans des sociétés qui potentiellement vont avoir, qui font du développement durable. Voilà. Donc, il va falloir qu'on classe, et c'est déjà en cours, tous nos portefeuilles. Et je crois que je l'ai mis. Vous avez au niveau mondial les fonds. Alors ça date un peu, hein, et hélas, parce que ça a beaucoup bougé. C'était il y a 2 ans. Ça a beaucoup bougé. On a les fonds article 8, article 9. Alors autant des fonds article 8, il y en a beaucoup. Des fonds article 9, il y en a beaucoup moins. Alors il y en a beaucoup plus aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. Hein, on était au début, donc il y en a aujourd'hui beaucoup plus. Mais il en reste très peu. Mirova, quasiment tous ces fonds, c'est des fonds article 9. Voilà. Pourquoi on a ça? On doit le dire pour que nos clients sachent voilà, ce qu'il y a. La MiFID, je ne sais pas si vous vous souvenez, on doit demander aux clients leur appétence au risque. Et ben, à partir de août de cette année-là, on doit leur demander la sensibilité à l'ESG. Quand des clients, des particuliers, la grand-mère va venir dans le réseau pour faire un investissement, on devra lui dire, mais toi, grand-mère, est-ce que l'ESG est un problème pour toi ou pas? Est-ce que tu es sensible à l'ESG? Si elle dit oui, on ne pourra vendre que des fonds article 8 ou article 9. Ça veut dire que tout le reste, on ne peut pas le vendre. Donc, si vous n'avez pas de fonds, vous gérant article 8 ou article 9, ou si vous, banque qui distribuez des fonds, vous n'avez pas des fonds article 8 ou article 9, vous n'avez rien à vendre à votre client. Et ensuite, on va leur demander, mais est-ce que l'ESG, c'est super important pour toi ou un petit peu important pour toi? Si c'est un petit peu important, plutôt article 8. Si ils disent, non, c'est essentiel pour moi, vous ne pouvez vendre que de l'article 9. Voilà. Donc, ici, l'objectif de la SFRD, c'est d'amener les flux de capitaux vers les investissements durables. Donc, quand on interrogera les investisseurs, on devra leur demander la sensibilité. Et nous, vendeurs de produits financiers, on devra avoir classé tous nos produits financiers sur la durabilité. Voilà. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui étaient sûrement venus pour la réglementation. J'ai fait ça à fond. Dernier truc, on émet à titre personnel 10 tonnes de CO2 par an. L'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes de CO2. Ok, 2 tonnes de CO2. Voilà, donc il faut diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez quelques exemples, ça je l'ai pris à la Société Générale, c'est quelques exemples. Je vous ai mis dans la doc, ceux qui veulent la doc, vous m'envoyez un mail, hein, vous avez mon mail, vous me trouvez sur LinkedIn. Sur l'hydrosphère, je vous engage à les regarder, c'est sur Thinkerview, zut, j'ai oublié son nom. Fantastique, Emma, quelque chose, fantastique sur l'hydrosphère, 2 heures où elle parle de l'hydrosphère. Sur la lithosphère, encore mieux, 3 heures, mais vous restez jusqu'au bout tellement c'est intéressant, mais c'est hallucinant. Il y a ça. Ce que je vous disais, Arthur Keller. Je ne peux que recommander Arthur Keller. Alors, Jean Covici, vous connaissez tous. Jean Covici est plutôt sur l'énergie. Arthur Keller est un systémicien. Donc, il va regarder pas juste le climat, pas juste la biosphère, mais l'ensemble. Et vous trouvez aussi des solutions. Donc, allez voir Arthur Keller. Celle-là, c'est peut-être une des meilleures. Il y en a plein. Voilà. Jean Covici, vous connaissez. Je l'ai pas mis. Philippe Biwix.
sur les low-tech. Vous me demandez les solutions, ils travaillent sur les low-tech, c'est-à-dire que au lieu de faire des trucs qui sont jetables à la poubelle rapidement, non, quand on achète une machine à laver, c'est une machine à laver qui peut être réparable. Quand on achète une voiture, c'est des voitures qui puissent être réparables et facilement. Voilà, donc ils travaillent sur la low-tech, super intéressant. Je vous ai mis aussi tous les liens vers les réglementations, la taxonomie sous Excel, etc. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé, j'ai dépassé. Il y a plein de choses dont j'ai pas pu parler. N'hésitez pas, s'il y a des questions par la suite. S'il y a des questions par la suite, je me tiens à votre disposition. J'ai pas fait la pub de WeFigure, mais voilà, WeFigure, on est merveilleux, c'est fantastique. Voilà, hop, j'autorise tous les micros pour tous les participants. S'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas. Normalement, tous les micros sont activés à nouveau. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions, mais j'imagine que là, il est temps d'aller manger. Mais s'il y a des questions, je me tiens à votre disposition. Voilà.